Bonjour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver de nouveau pour une autre émission extraordinaire. Et j'aimerais vous poser une question avant tout. Est-ce que vous êtes profondément connecté à votre féminin sacré? Est-ce que vous savez c'est quoi le féminin sacré? Quel est son rôle dans notre vie comme femme et aussi l'homme? Et si vous voulez avoir des réponses à toutes ces questions, restez ici avec moi car ce soir, j'ai une invitée spéciale que je veux ramener maintenant en scène. Mon invitée spéciale s'appelle Alexandra Gallo. Bonsoir Bonjour à Alexandra. tous. Bonjour Ginesra. Bonsoir à tous. Tu vois Alexandra, je suis super, super contente que tu es là et merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation de parler sur ce sujet parce que je sais que tu es spécialiste dans ce féminin sacré parce que regarde, ton nom c'est Alexandra Gallo, réveilleuse de magie. Donc ce soir, on va parler de cette magie reliée au féminin sacré et ensemble, on va décortiquer pour voir quelle est l'importance. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu nous dises, que tu te présentes. Qui est Alexandra Gallo? Eh bien, du coup, Alexandra Gallo a fait un parcours pas commun comme beaucoup d'entre nous. Donc, je suis initialement doctorat en neurosciences. Donc, j'ai fait un doctorat au Québec, à l'Université de Montréal, qui m'a ouvert sur beaucoup de domaines donc alternatifs. Et donc, je me suis ouverte à la santé naturelle avec les plantes, les huiles essentielles. Je me suis ouverte aux soins énergétiques et au féminin sacré avec les traditions celtiques qui, du coup, étant française, de vouloir ramener un petit peu cet héritage que l'on a et qu'on a oublié au profit d'autres cultures plus exotiques. Et donc, désormais, ça va faire maintenant 8 ans que je suis à mon compte. Je suis retournée en France, j'ai ouvert mon entreprise et du coup, je partage mes enseignements, je partage mes soins donc autour de ces trois grands domaines de prédilection en ayant créé ce que j'ai appelé justement la voie de la déesse, c'est-à-dire un cheminement du féminin qui permet justement de retrouver cette autonomie, cette confiance, ce pouvoir grâce à toutes les connaissances qu'on peut acquérir dans différents domaines de vie pour retrouver une souveraineté de femme. Wow, c'est un beau parcours. Tu vois, Alexandra, quand tu me dis que tu as un doctorat en neurosciences, c'est comme, OK, mais neurosciences, tu vois, si on dit science, c'est ce côté scientifique. Quand tu dis le scientifique, d'un coup, le féminin sacré, c'est beaucoup ce côté spirituel, ésotérique. Qu'est-ce que ça a fait que tu n'as pas passé de un à l'autre, mais toi, tu les as mélangés, tu les as mis ensemble. Je dis, OK, je prends des neurosciences. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est important, mais je veux apporter aussi l'autre côté spirituel pour les mettre ensemble. Qu'est-ce que ça t'a amené à ce mélange extraordinaire? En fait, c'était pas parti pour, hein, bien évidemment. J'étais toujours été très scientifique dans l'âme, mais depuis toute petite, j'étais passionnée en fait par beaucoup de romans et d'histoires, de fantaisie en fait, donc tout le domaine de la magie, donc Harry Potter, etc. bien évidemment, et notamment plus relié au féminin sacré, l'île d'Avalon. L'île d'Avalon était prêtresse d'Avalon, qui fait partie de la légende arthurienne, et c'était une histoire que j'adorais lire comme si j'y avais peut-être été moi-même. Et c'est seulement une fois adulte et une fois arrivée au Canada que j'ai découvert justement la boutique Charme et Sortilège qui est à Montréal, que j'adore et que j'affectionne particulièrement. J'ai fait toutes mes formations quasiment là-bas. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point le côté scientifique était très aidant pour pouvoir décortiquer, décrypter, mieux comprendre certaines choses, mieux les appréhender. Mais ça gardait en fait quelque chose de très fermé. Ça n'ouvrait pas à tous les possibles. Donc, comme je travaillais spécifiquement sur le côté plus maladie psychiatrique, toxicomanie, etc., donc qui reliait beaucoup au cerveau, beaucoup à la pratique, à l'historique de chaque personne, mais je trouvais en fait que c'était dommage de se couper de tous ces autres plans-là. Et donc, j'ai dit, bon, bah, ok, moi, j'ai envie de relier les deux. Et il y a vraiment eu un moment, en fait, que j'appelle souvent, voilà, le wake-up call, en fait. Hein, vraiment, ce moment-là où d'un coup, on se rend compte qu'il y a un truc dans sa vie, on dit, ok, j'ai coché toutes les cases là qu'on m'a dit qu'il fallait cocher. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une famille, etc., etc. Mais ça va toujours pas. Et là, en fait, là, je me suis rendu compte que je manquais justement de cette fameuse spiritualité-là. Et la première chose que j'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas te dire pourquoi, la première chose que j'ai fait, j'ai tapé dans Google prêtresse d'Avalon. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Et je suis tombée en fait sur un véritable temple
avait été recréé à Glastonbury en Angleterre avec une formation de prêtresse d'Avalon. Et donc là, bah, ça a ouvert la voie. Je me suis engouffrée corps et âme dedans et ça a vraiment révélé beaucoup de choses pour moi. J'ai dit, OK, on peut très, très bien allier le scientifique, le pragmatique, etc., avec le spirituel et trouver un moyen de pouvoir appliquer ça dans notre quotidien moderne maintenant, sans forcément reproduire ce qui avait peut-être été fait dans d'anciennes époques. Dire, OK, c'est quoi la souveraineté du féminin? C'est une question, en fait, qui maintenant est beaucoup à la mode, qu'on se pose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses pour les personnes, mais j'avais vraiment envie de dire, OK, tu vois, toi, tu as un appel vers les prêtresses, tu te sens connecté à ces femmes somptueuses qui avaient des connaissances incroyables en magie, dans d'autres domaines également. Mais c'est pas pour, tu peux quand même toi aussi être cette femme-là de nos jours. Comment on va pouvoir y arriver? Donc c'est là que j'interviens pour pouvoir aider les personnes à ça. C'est extraordinaire qu'est-ce que toi tu dis, Alexandra, parce que tu sais, moi aussi, je suis appelée depuis enfant, je lisais toujours ce type d'histoire, et surtout les celles, tu sais, les prêtresses, les rituels. Et moi, j'ai combiné un peu la science fiction avec l'histoire. Et tu sais, il y avait un temps quand les femmes gouvernaient le monde avec beaucoup de sagesse et amour. Et il y avait une harmonie totale où les femmes étaient pleinement conscientes de leur pouvoir créateur. Aujourd'hui aussi, elles ont ce pouvoir créateur, juste qu'elles ont oublié qu'elles ont ce pouvoir créateur. Et à ce moment-là, avec tout ce qui se passe sur la planète, avec la planète qui se réveille à travers la femme, elle a besoin de se reconnecter à son féminin sacré. Qu'est-ce que toi, tu penses? Je trouve effectivement que c'est crucial, comme tu dis, voilà, c'est pas juste les femmes, hein, bien évidemment, pour les hommes aussi, il y a un réveil qui se fait également. Mais il est vrai que bah, voilà, les femmes ont un historique où bah, on a passé des siècles et des siècles sous un joug patriarcal. Donc effectivement, bah, maintenant, il y a une espèce de rééquilibrage dans l'autre sens, mais sans rentrer dans le courant féministe, hein, qui a été nécessaire aussi à son époque, mais qui était vraiment plus la force d'opposition face au masculin. Là, maintenant, on rentre dans une période, j'ai l'impression, où on commence à comprendre que les deux ont des forces qui sont très importantes, mais que nous, en tant que femmes, on a besoin de se positionner, on a besoin de prendre cette place et de se réapproprier ce féminin qui, de manière parfois qui est très, très basique, ne serait-ce que quand on parle du cycle féminin. Beaucoup de femmes, en fait, bah, subissent leur cycle parce que, bah, voilà, on est dans, oui, c'est pas marrant d'avoir ces règles, etc., etc., mais en fait, on nous a vraiment inculqué toutes ces choses-là. Ce sont des croyances, en fait. Ce sont des croyances que c'est normal d'avoir des SPM avant chaque cycle, que qu'on doit toujours être mâle, etc., qu'on est forcément, comme beaucoup d'hommes vont dire, ah, c'est bon, elle est chiante, elle doit avoir ses règles. Tout ça, en fait, ce sont des croyances qu'on nous a inculquées depuis toute petite. Nos propres mamans, en fait, ont fait ça. Moi, je sais que mes premières règles, ça avait été atroce parce qu'on m'avait pas prévenu, déjà. Et bah, j'ai cru que j'allais mourir, en fait, forcément, comme beaucoup de jeunes filles avant moi, j'imagine. Et tout ça, en fait, je trouve que c'est important qu'on se réapproprie ça parce que notre pouvoir est vraiment là. Ça paraît bête à dire comme ça parce qu'on se dit, bah oui, bah c'est du sang qui coule, point. Oui, mais il y a toute une énergie, en fait, autour de ça. Il y a toute une cyclicité avec la lune, avec les saisons, avec nos phases de vie où on n'a pas les mêmes qualités quand on est la jeune femme, quand on est la mère, quand on est l'enchanteresse, quand on est la femme sage. Donc, c'est quatre grandes phases de vie qu'on retrouve dans la nature. Et en fait, la femme, contrairement à l'homme, incarne vraiment cette cyclicité. L'homme n'a pas la même cyclicité, c'est des cyclicités plus longues, c'est des phases de vie également. Il a aussi des archétypes du masculin, mais c'est pas aussi flagrant et rapide à voir que chez la femme où dans le même mois, on traverse ces quatre phases-là. Donc ça, pour moi, c'est essentiel en fait de se réapproprier ça pour retrouver un équilibre, ne plus subir en fait en disant bah oui, c'est comme ça, c'est chiant, je suis plus faible qu'un homme. Non, c'est pas vrai. On est juste forte, pas pareil. Et c'est ça qu'on doit réapprendre. Mais c'est extraordinaire qu'est-ce que toi tu dis. On est forte, mais pas dans la même direction. Tu vois, notre force réside ailleurs. Tu vois, c'est pas dans la force physique que pour l'homme est beaucoup plus prégnante. Mais tu vois, quand j'ai commencé ma pratique, j'étais extrêmement attirée par le féminin sacré. J'organisais des ateliers, je parlais beaucoup de féminin sacré. Et j'ai constaté que j'ai besoin de me reconnecter à cette partie oubliée de moi-même. Tu vois. Mais il y a une grande confusion entre féminité et féminin Mhm, sacré. tout à Qu'est-ce que fait. toi, tu peux nous dire? Non, effectivement, c'est très compliqué souvent d'expliquer cette différence-là. Pour moi, comme je te disais tout à l'heure, féminité, je l'associe plus en fait à ce combat féministe.
Donc les femmes qui veulent reprendre presque quasiment un pouvoir sur l'homme, alors que c'est pas forcément plus juste, mais il y a cette idée de vengeance, entre guillemets. Ou alors le côté féminité va être associé à quelque chose de très frivole, c'est-à-dire le fait de bien s'habiller, le fait de se pomponner, etc., qui font partie également. C'est important également aussi de prendre soin de soi, mais le féminin sacré, pour moi, c'est d'aller vraiment plus en profondeur que ça, donc dépasser tous ces concepts très superficiels et d'aller vraiment plus en profondeur de comment je peux guérir mes blessures de ma propre vie de femme personnelle, hein, dans mon couple, dans ma vie de mère peut-être, ou dans ma vie de jeune, d'enfant quand j'étais petite. Comment je peux guérir mes blessures matricielles, donc toute ma lignée en fait. Et donc ça, on va vraiment en fait, comme justement, toucher le pouvoir du féminin sacré, c'est-à-dire cette énergie-là qui est à notre disposition, qu'on a juste oublié qu'on avait et qu'il faut aller se réapproprier d'une manière ou d'une autre. Donc ça commence pour moi en tout cas par cette idée de bien comprendre les mécanismes. Il y a un côté scientifique qui reste malgré tout, donc j'ai besoin de comprendre les choses, comment ça marche et comment je peux me les approprier. Mais ensuite, on découvre tout un univers en fait de spiritualité par rapport à ça, où il y a énormément d'apaisement qui est apporté par rapport à ça. Il y a beaucoup de compréhension qui sont également apportées et ça ouvre ensuite des portes sur, bah, moi, pour moi, ça a ouvert sur ce côté donc de prêtresse d'Avalon. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais excuse-moi, ce côté des archétypal, en fait, je trouve qu'il est très important. Mais tu vois, Alexandra, explique-nous un peu ces histoires d'archétypes parce que, tu sais, moi, je traite et je ouvre toujours la boîte des archétypes de l'enfance parce que ma spécialité, c'est vraiment l'enfant intérieur. Et comme on sait déjà, c'est l'enfance qui est la base de notre vie d'adulte. Et si pendant notre enfance, on a une féminité refoulée, tu vois, on se traite en garçon manqué ou on ne nous donne pas le droit de se développer qui nous sommes réellement dans une direction ou dans une autre, on arrive à l'âge adulte à une identité confuse. On ne sait pas exactement qui nous sommes, tu vois. Mm. Et aussi avec la société moderne où on est toujours encouragé à devenir performante, tu vois, être dans la performance. Mais la performance, c'est beaucoup dans l'énergie du faire. Et Oui. ça, c'est une énergie masculine, pendant que les femmes sont l'énergie du être. C'est plus une énergie contemplative, pas stagnante, parce qu'elle bouge, bouillonne, mais c'est plus contemplatif. C'est une énergie beaucoup plus contemplative. Alors, tu vois, comment on fait pour nous, les femmes d'aujourd'hui, d'arrêter d'être toujours dans le faire, 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 être dans le être, de se connecter à Mm. son soi et s'écouter, effectivement. Bah, effectivement, voilà, ces archétypes, je trouve, voilà, vont aider. C'est-à-dire, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a quatre archétypes majeurs, hein, il y en a bien sûr bien d'autres, mais les quatre grands archétypes du féminin sont justement la jeune fille, donc la jeune fille pas encore forcément pubère. Ensuite, on a la phase de la mère, donc qui peut être mère physiquement, mais pas seulement, bien évidemment. La phase de l'enchanteresse, ensuite, donc qui va arriver plutôt une fois qu'on est dans la 30, au-delà de 35 ans, 40 ans, et après, on a la phase de la femme sage qui est après la ménopause. Donc, ces quatre grandes phases, donc ça, voilà, donc de 0 à 15 ans, on va dire, ensuite de 15 à 35, puis de 35 à 50, et après au-delà de 50 ans. Donc, ces quatre grandes phases-là qui se trouvent dans la vie de femme, donc, ont chacune des qualités bien particulières. Donc oui, la femme va beaucoup plus être dans l'être que l'homme, mais on a des phases dans ces quatre phases-là. Par exemple, la jeune fille et la mère sont des phases beaucoup plus actives. Les phases plus contemplatives vont être la phase de l'enchanteresse et de la femme sage. Et on le voit de manière beaucoup plus pragmatique dans les 4 semaines du cycle. Donc, effectivement, grosso modo, les femmes ont un cycle de 28 jours, donc un cycle lunaire, hein, avec la même révolution que celle de la Lune. Et en fait, on voit qu'on a beaucoup d'activités, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité sur la première semaine. Donc, les 2 premières semaines, jusqu'au pic ovulatoire, on est au taquet. Là, on peut faire, mais largement plus parfois que les hommes d'ailleurs, dans ces cas-là. Mais une fois qu'on a passé le pic d'ovulation, l'énergie redescend et donc on rentre dans quelque chose de plus yin, de plus introspectif, de plus contemplatif. Et où là, on s'éloigne un petit peu des petites
tracas quotidiens, etc. Ça ne nous intéresse plus, on s'élève vers des choses plus spirituelles. Et arrivé justement au moment de la perte sanguine, bah là, on est vraiment dans quelque chose de complètement reste en réceptivité totale, où on accueille toute cette énergie-là et on nettoie également aussi ce que les hommes n'ont pas la chance d'avoir. Hein. C'est-à-dire que nous, on peut se nettoyer tous les mois. C'est quelque chose qui est quand même fort. Hein. Et donc, je trouve que voilà, en se reconnectant, ne serait-ce que voilà, en observant simplement chaque semaine, quand on a un cycle naturel, bien sûr, quand on a une pilule, ça va être différent, mais quand on a un cycle naturel, d'observer ça. Comment je me sens, voilà, juste après que mon cycle soit terminé, comment je me sens la première semaine, puis la deuxième semaine. Qu'est-ce que j'observe en fait chaque semaine du mois? Parfois, c'est calé avec la lune, donc c'est encore plus facile de s'observer, mais pas forcément. Donc du coup, vraiment de prendre, voilà, à partir du dernier jour des règles, première semaine qui s'enchaîne, bah, comment je me sens cette première semaine-là et voir la seconde, et cetera. Et donc de voir les énergies qui sont là et de pas être en mode ah, j'arrive pas à être aussi performante que telle semaine. Oui, mais c'est OK. Parce qu'en fait, il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises maintenant américaines qui font ça, hein, qui proposent en fait d'avoir des jours de repos supplémentaires pour les femmes pour leur cycle. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la femme ne pouvait pas travailler de manière linéaire. Elle va travailler vraiment, bah, elle va suivre sa cyclicité, donc va être, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus performante que l'homme dans certaines périodes et beaucoup moins dans d'autres. Mais à la fin, ça donne un équilibre similaire à ce que l'homme peut faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui, si on arrive à observer ça sans forcément ce jugement de je suis pas assez performante, je suis pas assez active. Non, mais ok, c'est ok. Là, j'ai été vachement performante. Là, maintenant, je processe et j'intègre et je nettoie, etc. Et ça va revenir. Wow, Alexandra, vraiment, tu ouvres une boîte de compréhension sur toi-même. Parce que je t'avoue, moi aussi, j'ai des périodes comme ça et je n'étais pas tout à fait consciente vraiment de cet impact. Mais toi, tu vois, on apprend toute notre vie de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on a des invités extraordinaires comme toi ici. Et dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, si ça vous parle, si ça vous parle, si ça vous rend plus consciente pour vous dire, OK, attends, il faut que je m'observe, il faut que je m'accepte, il faut que je comprenne comment moi je fonctionne. Et si cette semaine, je ne suis pas tellement performante, je ne veux pas me entrer dans la auto-punition, la auto-dénigration, je veux juste aller dans le flow, comme on dit en anglais, ça veut dire aller avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais tu vois, qu'est-ce que c'est super important, Alexandra, et moi j'ai observé aussi avec mes clients, malheureusement, c'est l'incapacité de s'observer. C'est peut-être le mot que j'utilise n'est pas le juste, incapacité, mais tout simplement, on ne sait pas qu'on peut s'observer et que par observation, on peut vraiment voir tout ce mouvement intérieur. Mm. Mais là, en fait, je pense qu'on est tous hein, dans cette modernité embrigadés en fait un flot perpétuel où en fait, bah, il y a plein de choses à faire. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a le mari, il y a plein de choses. Et en fait, on se dit, si je m'écoute, il y a plusieurs dangers en fait, je pense, inconsciemment à ça. Si je m'écoute, ça veut dire que, je vais m'arrêter. Je vais pouvoir faire autant. Ça va être égoïste parce que je m'occupe de moi, je m'occupe pas des autres. Ça va m'empêcher ou ça va faire remonter à la surface des problèmes que j'ai surtout pas envie de régler parce que j'ai pas le temps. Et en fait, tout ce côté-là, je pense qu'on manque l'idée du bénéfice qu'il y a à le faire. Parce qu'au départ, c'est pas forcément évident et on sait, nous, en tant que thérapeute, mais aussi en tant que, bah, nous-mêmes d'avoir fait ce travail-là, on sait que c'est pas agréable quand tu commences à t'écouter, clairement. Parce que moi, je prends toujours cette métaphore-là. J'avais dû voir ça dans une BD ou quelque chose sur les émotions, où en fait, tu vois, alors je sais pas si au Québec il y avait ça, mais il était une fois la vie. C'est un petit épisode souvent sur le corps humain et on voyait plein de personnages qui représentaient le corps humain. Et tu avais des messagers, en fait, qui étaient les neurotransmetteurs, hein, donc les messagers qui apportaient d'un lieu à l'autre dans le corps les messages. Et en fait, quand on dit qu'il faut s'écouter, bah, ça veut dire que c'est comme si tu étais parti en vacances depuis super longtemps et que tu ouvrais ta boîte mail. Tu n'as pas envie de faire ça. Donc, et là, c'est la même chose. On a mis tellement longtemps à pas nous écouter qu'on a peur d'ouvrir la porte et de se faire envahir par tous ces messages d'un coup, qu'on va pas savoir gérer forcément tout de suite, qu'il va falloir expliquer à Pierre-Paul Jacques dans notre entourage parce que ça va être différent dans notre comportement. Mais
au final, de fait, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a un bénéfice énorme à ça, parce que c'est souvent de cette écoute-là, peu importe le type d'écoute, mais de cette écoute-là va découler automatiquement un mieux-être après, parce qu'on va se rendre compte de certaines erreurs qu'on a faites. On va se rendre compte des choses qu'on peut modifier. On va se rendre compte de pas mal de choses qui va faire que notre vie va être bien mieux. Et surtout, là, on revient sur le côté souveraineté, je deviens actrice de ma vie. Je subis plus ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument royal à s'offrir. Exactement tout ça, Alexandra, et je veux rebondir sur cette idée de je m'écoute et je deviens consciente et je suis le maître de ma vie. Parce que moi, je pense que nous, les coachs plus que les thérapeutes, les psychologues, parce qu'ils sont plus restreints par leur ordre, par plein d'autres choses, tu vois, je ne vais pas rentrer en détail. Mais nous, on est un peu plus papillon, on s'ouvre plus à cette chose, le maître de sa vie, de mots, de spiritualité, tout ça, tu vois. Mais vraiment, c'est réellement vrai parce que je vois avec mes clients, chaque fois quand ces femmes extraordinaires arrivent à réellement comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elles, ça va arriver ce délai où on va dire, attends, je ne suis pas obligée de réagir de cette façon. Je le choix. Comment je veux réagir devant telle situation, personne ou événement. Je le choix. Et juste par le fait, je le choix et je choisis comment réagir, ça te donne un pouvoir énorme. Parce qu'une situation peut t'énerver au maximum, mais tu dis non, je ne veux pas me mettre en colère pour ça. Et c'est Et, extraordinaire. et ça fait partie pour moi vraiment de, quand j'explique en fait aux femmes que j'accompagne, voilà, celles qui ne connaissent pas, bien évidemment aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à moi et qui découvrent, hein, bien sûr, euh, ce pouvoir du féminin sacré, ça paraît toujours très ampoulé quand on dit ça. Mais en fait, à chaque fois, j'essaie de leur montrer à quel point on nous a appris qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, sur ce qui se passe, etc. Mais en fait, ce que on nous a appris qui était une plaie, donc par exemple, justement, pour en revenir sur ça, sur le cycle, notre période de cycle menstruel, ah, mais c'est une plaie, c'est un handicap, c'est tout ce que tu veux. Moi, je sais, quand j'étais petite, il fallait pas le dire aux garçons, il fallait pas se montrer, il fallait pas ci, il fallait pas là. En fait, c'est un super pouvoir. Et on a appris à en avoir honte. D'ailleurs, hein, dans beaucoup de cultures, on enfermait les femmes dans ces périodes-là, où on leur interdisait de toucher au matériel des hommes parce qu'elles pouvaient jeter un mauvais sort, quelque chose dessus, ou faire tourner le lait, etc., etc. Toutes ces choses, voilà, qui sont certes du folklore maintenant, mais qui malgré tout sont quand même engrammées dans la culture sociale. Donc je dis, voilà, combien de fois on a entendu nos partenaires ou nos pères, parfois même, ah c'est bon, elle est chiante, elle a ses règles. Combien de fois cette phrase sort? C'est impressionnant. Alors qu'en fait, on est chiante. Pourquoi? Parce que du coup, moi, c'est ce que j'explique en fait. La période du cycle menstruel, la période quand on est enceinte, la période quand on est en ménopause, ce sont des périodes exponentielles du féminin. C'est que c'est des phases plus féminines. Et ça fait que dans ces phases-là, vu que c'est très exponentiel, bah, si on ne s'est pas occupé de son féminin correctement pendant tout le mois, ou pas avant d'avoir une grossesse, ou pendant toute sa vie avant d'être en ménopause, et ben du coup, en fait, à cette période-là, on va la vivre extrêmement mal parce que bah, c'est une période qui est très féminine et du coup, bah, d'un coup, on prend conscience de tout ce qu'on n'a pas fait sur son féminin avant. Parce qu'il y a plein de femmes qui ne vivent pas mal leur ménopause ou qui ne vivent pas mal leur grossesse ou qui n'ont pas des SPM monstrueux durant leur cycle. Donc, ce qui prouve bien que c'est pas normal d'être mal dans ces périodes. Et si on arrive à trouver son équilibre, sa juste écoute, encore une fois, voilà, de son féminin, on n'aura pas ces symptômes-là. Donc, ça permet aussi, moi, j'ai eu plusieurs clients qui m'ont dit, depuis que maintenant j'applique ce que tu me dis par rapport aux archétypes, etc., j'ai plus mal quand j'ai mon cycle. Mais c'est merveilleux d'entendre ce genre de choses-là. En fait. Donc, c'est vraiment de se rappeler que être une femme, en fait, et tout ce qui nous arrive en tant que femme, c'est un pouvoir unique qui est vraiment très potentiel. En fait. Donc, autant s'en servir et pas en avoir honte, en avoir peur, ou se dire, bah, je ne suis pas comme les hommes. Mais oui, mais encore une chance, vous n'êtes pas comme un homme. Vous êtes né femme, donc autant se comporter comme on est né. Pourquoi pas? Mais tu vois, justement, je lisais quelque part que, tu sais, au moment de notre menstruation, pourquoi, c'était une explication pourquoi cette douleur menstruelle, tu vois. C'était qu'à ce moment-là, c'est vraiment,
on se connecte à une lignée ancestrale de femmes. On se connecte à la douleur et à la souffrance et aux problèmes de toutes les femmes de l'humanité. Tu vois, c'est une connexion profonde entre nous et toutes les autres femmes de la planète. Et tu sais, tout avec qu'est-ce que toi tu traites avec les prêtresses d'Avalon et les sorcières et tout ce que tu dis, tu vois. Euh, Effectivement, par rapport à ce féminin sacré, par rapport à ces femmes extraordinaires qui avaient des dons, des connexions, elles étaient tout simplement connectées à l'univers, connectées à la nature, connectées à des choses que les autres ne pouvaient pas comprendre. Elles ont été toujours stigmatisées, considérées des sorcières, tuées, enfermées. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise en littérature, j'ai beaucoup étudié sur les sorcières, tu vois, comme quelque chose qui m'appelait. Et je lisais une étude qui disait qu'entre, je pense, 14e ou 5e siècle, 2 siècles ensemble, ont été brûlés 1,5 million de femmes. Et si on rapporte ce nombre par rapport à la densité de la population à ce moment-là, on va voir que c'était énorme de tuer tellement de femmes. Et par la suite, quand j'ai expliqué à quelqu'un que dans ce temps-là, ça c'est une petite anecdote que peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas, chaque femme dans ce temps-là, elle avait même pas le droit d'admirer une fleur ou un oiseau ou de rester un peu plus contemplative dans la nature parce que tout de suite, elle était considérée comme sorcière et mise devant l'Inquisition pour être jugée et elle devait subir l'épreuve de l'eau. Je pense que tu sais ça, les épreuves de l'eau pour les sorcières, mais je raconte pour les personnes qui peut-être ne le savent pas. Donc, une femme qui était suspectée d'être sorcière, elle était attachée par les mains et les pieds, elle plongeait dans une rivière et gardait un certain moment. Et si elle s'est noyée, elle était une sorcière. Mais si elle la ressortait, elle n'était pas morte, elle ne se noyait pas, peut-être elle avait une capacité de poumon plus solide, ça veut dire qu'elle était l'alliée du diable et elle était exécutée. Dans les deux Donc, cas, de toute façon, c'était mort. dans deux cas, tu étais morte. Tu vois, c'était juste pour expliquer et pour voir les atrocités. Et alors, tu vois, on se connecte inconsciemment à toute cette inconscient collectif dans lequel s'est déposé depuis des siècles, et déposé énormément de souffrance euh, par rapport aux femmes. Tu vois, et même aujourd'hui, de nos jours, je pense qu'on va continuer cette lignée de se reconnecter à perpétuité à cette lignée de femmes qui nous ont précédées. Alors oui, de fait, hein, on a ces connexions profondes avec les lignées. Mais c'est vrai que j'aime bien y ajouter une touche, je dirais, plus positive, dans le sens que on est effectivement, comme on voit souvent cette phrase-là que j'adore, nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Et c'est exactement ça. Mais on était également justement ces petites filles qui sont là pour nettoyer toutes Ouais, ces blessures-là. Donc, en fait, on arrive, je pense, à un niveau de l'humanité, au niveau énergétique, on a pas mal de niveaux, où on peut ne plus se permettre de souffrir pour nettoyer quelque chose. Donc maintenant, en fait, je pense qu'on a atteint un niveau de capacité humaine qui permet justement de prendre conscience de ça, de se connecter à ça et de le transmuter, en fait, au travers de nous pour les prochaines générations également. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien, en fait, donner cette idée-là que c'est pas une fatalité, effectivement, d'avoir ces souffrances, d'avoir ces blessures. C'est bien de les reconnaître et c'est bien d'en prendre conscience, mais c'est pas une fin en soi. Et on peut aussi transmuter ça par après. exactement. Et comme on sait, quand une femme guérit, elle guérit toute sa lignée. Tu vois? Parce que je vois, j'ai plusieurs clientes qui, quand elles commencent le travail sur l'enfant intérieur avec moi, elles ont des enfants. Et tu vois, une fois qu'elles ont compris qu'elles ont fait copier-coller du comportement de leur mère, une mère peut-être narcissique, Mm. une mère qu'elles ont détestée. Tu sais, il y a une sorte de révolte intérieure, tu dis, je détestais tellement cette femme, pourquoi maintenant je fais exactement la même chose avec mes propres enfants? Eh oui. C'est une révolte. Et quand elles prennent conscience que, attends, j'ai le choix, je peux choisir d'une manière différente. Elles commencent à réagir d'une manière différente. Et tu sais, qu'est-ce que c'est spectaculaire? D'un coup, elles commencent à amener leurs enfants pour les enseigner quelque chose différemment. Mm. Et c'est magnifique de voir cette transmutation Oui. transgénérationnelle. Et je te dis, j'ai eu des clientes qui avaient des relations super conflictuelles avec leur mère déjà arrivée à 90 ans ou quelque chose comme ça, tu vois, donc vraiment avancée, et qu'elles arrivent, quand elles guérissent
tout simplement leur blessure intérieure, leur blessure d'âme, elles arrivent à reconnecter à leur mère. Et je me rappelle que j'avais une cliente vraiment extraordinaire qui elle a fait un énorme travail. Et un jour, elle va voir sa mère, elle lui dit, maman, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Et à ce moment-là, sa mère a commencé à pleurer. Et elle dit, pardonne-moi, ma fille. Et c'est triste que c'est toi qui le dis en premier, que tu me pardonnes, et c'est pas moi qui l'a dit en premier, mais je ne pouvais pas. J'avais trop honte de tout le mal que je t'ai fait, et j'avais de la difficulté à l'avouer. Tu vois, Mhm. et juste ce type de, c'est ce moment de connexion d'âme, pas entre mère et fille, mais entre deux femmes Oui, qui exactement. se sont avouées leurs propres blessures. Ça Mhm. a reconnecté et ça a guéri. Et par la suite, tu vois, Alexandra, c'est hallucinant qu'est-ce qui se passe. Des femmes qui se détestaient complètement. Après ce Exactement. moment, doucement, doucement, leur relation s'est réparée, ça a guéri. Elles faisaient ensemble le magasinage, elles faisaient ensemble au coiffeur. Tu sais, c'était phénoménal qu'est-ce qui a pu se passer par ce petit moment de connexion dans l'authenticité et dans la vérité de qui nous sommes réellement. Et parce que du coup, tout autant que les blessures que nous, on peut vivre en tant qu'enfants, nos mères en ont vécu aussi. Donc souvent on dit, hein, les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, hein, au moment où ils l'ont. Donc dépendamment de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant qu'enfants, bah, ça se reproduit après, voilà, sur leurs enfants. Et c'est vrai que d'avoir cette honnêteté, en fait, de dire, voilà, ok, oui, je suis ta fille, oui, tu es ma mère, mais nous sommes deux êtres vivants, tout simplement, mais pas forcément juste des femmes, des êtres vivants. Et cette communication honnête, en fait, c'est souvent celle-là qui manque le plus parce qu'on est tellement enfermé dans nos propres blessures, notre trauma, en disant non, mais c'est pas à moi de demander, pas, c'est pas à moi de demander pardon, c'est pas à moi de dire pardon, etc. Ouais. C'est de l'ego, en fait, là, parce qu'on est tellement blessé que bah, c'est l'ego qui parle. Mais une fois qu'on, comme tu dis, voilà, qu'on a pu mettre en lumière ces aspects-là, bah, c'est tellement OK que on est tellement joyeux d'avoir mis ça en lumière que tu as envie de le partager. L'humain, fondamentalement, j'ai vraiment cette conscience-là, l'humain, fondamentalement, n'est pas mauvais. L'humain, fondamentalement, il a envie d'être en connexion avec les autres êtres humains. On est un être social avant tout. Et donc, du coup, une fois qu'on a découvert un truc qui est super bien, mais tu as envie de le partager avec l'autre pour que ça lui profite. Et donc là, du coup, c'est assez merveilleux comme exemple que tu as, voilà, de pouvoir témoigner ça, de ces guérisons, même tardives, mais ces guérisons, voilà, de liens mère-fille, mais c'est fabuleux. Oui, parce que c'est puissant, tu vois, cette connexion mère-fille, elle est très, très puissante. Et si c'est une relation blessée, elle est extrêmement souffrante, pour le reste de ta vie. Parce que je Mm. vois, Alexandra, vraiment, je vois des personnes qui ont 60 ans ou 70 ans et elle attend toujours que sa mère Oui, rendue à 80, 90 lui dise, je t'aime ma fille, tu vois. C'est cet enfant intérieur qui est super blessé, qui toute sa vie, elle a attendu l'amour de sa mère. Elle l'attend encore jusqu'aux dernières secondes. C'est phénoménal. Et je pose toujours cette question, c'est qui en toi qui attend cette je t'aime? C'est pas la c'est ça. femme adulte, parce que la femme, elle a plus besoin. Tu vois, elle a plus besoin. Elle est déjà passée par plein de cycles de vie. Elle a plus besoin de ça. Mais l'enfant qui reste et qui n'a jamais pu avoir une relation saine, émotionnellement parlant, avec sa mère, Mm. reste dans l'attente. Reste dans l'attente. Tu vois, donc toute notre vie, nous avons cette connexion avec la mère, le père, très puissante. Et on a besoin de savoir que nous sommes importants, que notre mère est là, qu'on est valorisé et on est important pour nos propres parents. Tu vois, Alexandra, maintenant de ton point de vue, parce qu'on a dit, OK, le féminin sacré, c'est pas la féminité, c'est pas la féminité ou de qu'est-ce qu'on a dit, cet aspect superflu où je m'habille, je me maquille et tout ça. C'est beaucoup plus profond, c'est relié à nos guérisons, c'est relié à qui nous sommes identitaires, c'est relié à beaucoup, beaucoup d'aspects. Mais comment on peut se reconnecter à ce féminin sacré? Alors, je pense qu'il y a plusieurs voies déjà pour le faire. Chaque femme va trouver sa voie. C'est pour ça que j'ai appelé ça justement dans dans ma proposition, j'appelle parcours, enfin, chemine ton, ta voie personnelle de la déesse parce qu'elle sera différente pour chacune. Euh, mais effectivement, enfin, si on devait faire un résumé général en fait de qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse voie, moi, de la manière dont je le vois, c'est d'abord, bah, je, je, que je commence par le premier pas qui est comment je fonctionne.
comprendre son mode d'emploi, tout bêtement en fait. Pas forcément juste au niveau du féminin, mais au niveau de ta personne, ton être tout entier. Donc, ce que moi j'appelle la magie unique, c'est quoi ta constitution? C'est quoi ta magie unique? C'est quoi ton mode d'emploi qu'on t'a pas fourni quand tu es né, justement, comme de nombreux autres appareils électroménagers, on t'a un mode d'emploi avec, mais quand on est, on ne nous met pas un petit mode d'emploi avec avec le bébé. Donc, du coup, pour moi, ça commence vraiment déjà par ça. Et en découvrant en fait ce potentiel en fait qu'on a, c'est-à-dire quelle est cette constitution qui gère tout notre être et qui va faire qu'on va être fait pour telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'en déterminant cette constitution-là, ben, on sait, ok, ben, par exemple, du coup, moi je parle beaucoup sur les 4 éléments, donc je veux dire à une personne, vous avez une constitution qui est majoritairement terre et feu, par exemple, les 2 éléments majoritaires. Quelqu'un qui va être terre-feu, justement, va être une personne qui va être attirée, par exemple, par des domaines de magie reliés à la terre, aux plantes, etc. Si elle est attirée par les énergies feu, bah, le soin énergétique, par exemple, aussi, va être une énergie feu. Versus des personnes qui vont être air ou eau, l'air va être, par exemple, plus appelé vers la médiumnité, la divination, le travail, justement, avec les rêves, le travail avec les guides, etc. Et donc, en connaissant ça, ben, d'un coup, ça réduit le champ des possibles. Et donc, d'un coup, on commence à voir le chemin qui se dessine en se disant, OK, moi, en fait, ma mission, ce n'est pas forcément un terme que j'aime employer, mais ce pourquoi je suis là, en tout cas, c'est pour ça. Comment je peux atteindre, en fait, et parcourir ce chemin-là, donc révéler au fur et à mesure ce pouvoir du féminin, ce que j'ai, et le mettre en application dans ma vie. Donc, c'est pas, on n'est pas toutes là pour faire des choses absolument extraordinaires et être. Non, parfois, ça va être des choses qui sont très, très simples, mais simplement de reconnecter à ça, dire, OK, maintenant, comment je fonctionne. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin maintenant de faire une étape de guérison parce que j'ai mis en lumière que bah, là, effectivement, j'arrive pas à aller à cet objectif-là parce que, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des problématiques dans l'enfance qui sont à régler, il y a des problématiques, des traumas peut-être au niveau du féminin en tant que femme, avec les hommes, etc. Il y a peut-être des croyances en fait simplement éducatives ou sociétales qui nous empêchent de passer le pas. Personnellement, hein, tu sais, tu fais un bac plus 13 en sciences, etc. Et d'un coup, tu dis à tout le monde, non, mais non, mais les gars, moi, je vais pas du tout faire ça. Je vais être réveilleuse de magie. Oui, oui, bah, c'est pas forcément bien accepté tout le temps, tu vois. Donc effectivement, ces blocages-là qu'on peut avoir, donc les blocages de reconnaissance, blessures de pas mal de blessures qu'on peut avoir, bah, c'est qu'on va être envie de nettoyer d'abord aussi ça, donc prendre ce temps de nettoyage et en nettoyant, bah, encore une fois, on fait ressortir un peu plus ce pouvoir personnel. Et après, bah, peut-être, on aura envie de se former pour développer encore plus ou pas. En fait, chacune va avancer sur son chemin. Donc moi, je propose à chaque fois, voilà, cette idée, voilà, on commence par ton mode d'emploi. Selon ça, bah, ça va te donner un éventail de possibilités. Soit bah, c'est des possibilités où je peux t'aider et donc on mettra les choses en place ensemble. Soit je vais te diriger vers des personnes qui ont ces compétences-là que je n'ai pas. Et en fait, le chemin va se faire de cette manière-là. Mais du coup, il y a pour moi vraiment une volonté de vouloir se dire, OK, j'ai quelque chose de spécial en moi. On a tous quelque chose de spécial en nous, aussi petit soit-il. Comment je peux le développer et l'utiliser. Donc moi, pour moi, c'est vraiment ça. Exactement. Et tu vois, Alexandra, on parlait déjà de du pouvoir de la femme à travers ce cycle menstruel. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'après la ménopause, les femmes, elles perdent ce pouvoir? Alors non, justement. Et d'ailleurs, c'est pas, j'aime beaucoup. Alors, il y a une énorme, enfin une très célèbre auteure hein, au niveau du féminin sacré qui est Miranda Gray, qui a vraiment été la pionnière hein, sur le féminin sacré. Donc, c'est de là qu'on vient ces archétypes. Et elle, en fait, justement, pareil, elle parle beaucoup du langage qu'on emploie pour décrire ces différentes phases. Et elle ne parle pas de ménopause, qui d'ailleurs, même en anglais, c'est menopause, l'opposition à l'homme. Hein. Il y a aussi ce côté-là. Mais l'opposition aussi à notre part masculine, c'est-à-dire la part qui tombe en action. Il y a ce côté-là aussi. Mais du coup, elle parle de plénipause. Et j'aime beaucoup ce terme parce que du coup, en fait, ça veut dire qu'on est pleine de tout le pouvoir. C'est-à-dire que là, on est arrivé au 4e et dernier archétype, mais ça veut dire qu'on a les 3 premiers qu'on a vraiment masterisés et qu'on a en nous. Donc, on est pleine de ces 4 archétypes. Et donc là, c'est pour ça qu'on parle de femme sage, parce que c'est celle qui justement a atteint un niveau de sagesse élevé de par sa vie, de par son parcours, qui peut
prodiguer aux autres femmes cette sagesse-là et qui voient les choses d'une manière plus détachée également. Hein, la femme sage, la sorcière, c'est vraiment aussi, quand on voit cette vieille femme comme ça, c'est cette femme qui s'intéresse plus trop aux petites querelles, voilà, minimes, très matérialistes, etc., machin. Elle prend du recul. Elle a cette connexion plus intuitive, cette observation des choses. Donc non, elle n'est pas moins, elle est au contraire extrêmement potentielle. Et là, pareil, on rejoint encore une fois un défaut de notre société, c'est-à-dire que bah, dans notre culture occidentale en tout cas, on met très très loin les personnes âgées, hommes comme femmes d'ailleurs, hein. Ouais. Mais pourtant, on devrait faire l'inverse, parce que c'est des personnes qui ont énormément de choses à nous enseigner. Mais comme on a grandi tout au long de notre vie avec cette conscience qu'on n'est pas bien grand-chose, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'est pas intéressant, etc., et qu'une fois que je suis ménopausée, je suis plus bonne à rien. Le nombre de femmes qui disent ça, je suis en ménopause, je suis plus bonne à rien. Mais Seigneur, non, au contraire. Mais du coup, ça conditionne encore une fois le cerveau. De se dire ça, une fois que je suis ménopausée, je ne suis plus une femme, je ne sers plus à rien, je peux plus faire d'enfants, etc. Ben, ça met un conditionnement très négatif sur cette période-là et donc forcément pas mal le vivre parce que on est dans une énergie qui n'est pas du tout élevante. Alors que si d'un coup on se dit non mais là, j'ai atteint, non pas la fin, mais j'ai atteint le paroxysme de cette vie, ah ben d'un coup ça regonfle un peu quand même. Ça te fait voir ta vie d'une manière différente et tu dis, c'est moi la reine mère ici. Exactement, voilà, je suis la reine mère, littéralement, tu vois, la souveraine, en fait, clairement, qui a tout le pouvoir absolu, en fait. Exactement. C'est magnifique. Tu vois, c'est phénoménal que tu exprimes ça parce que, comme toi, tu disais, il y a tellement de femmes qui se sont réduites à rien une fois que leur vie active vient et aussi, c'est comme une sorte de superposition avec la retraite, tu vois. C'est Donc, ça. une double perte. Mais aussi, je voulais te poser la question, est-ce que la ménopause, on peut la vivre comme une perte de ça, de quelque chose de notre vie comme femme? Est-ce qu'on peut vivre la ménopause comme une perte? Elle est considérée comme une perte. Alors, elle est considérée comme une perte. Elle se vit en un certain sens comme une perte parce que, de fait, comme toute phase de vie, c'est un passage. Et là, littéralement, c'est le pas sage, le pas vers la sagesse. Et donc, effectivement, bah, comme toute transition, en fait, il y a une période de deuil, c'est fatal. Donc, quand on est enfant et qu'on devient jeune fille, quand on est jeune fille, qu'on devient maman, oui, d'accord, on est d'accord, c'est peut-être un passage plus heureux d'être maman, c'est certain. Mais effectivement, ce qui est important à rappeler, c'est que oui, il va y avoir une transition à faire. Oui, ça va être douloureux, ou il va y avoir un deuil, certainement. On va faire un deuil d'une part de vie. Et en fait, c'est un petit peu comme si on disait, voilà, quand tu lis un livre et que tu passes au chapitre suivant, bah, t'es pas triste d'avoir fini le chapitre d'avant, tu vois, c'est la suite logique. Et on devrait justement avoir, enfin, moi j'encourage moi, beaucoup les personnes à avoir cette vision-là, de glorifier le féminin plutôt que de le mettre voilà, à un rang basique. Non, il y a le masculin doit faire ça également. C'est juste que moi, je suis pas experte dans ça, mais le masculin doit faire aussi ce cheminement. Mais en tant que femme, il y a tellement de choses à devoir corriger par rapport à notre. Nous, on a besoin de retrouver notre souveraineté. Et le masculin, lui, il a besoin de retrouver son émotivité. Oui, C'est-à-dire que c'est lui, vrai. il a été forcé aussi, hein, on oublie ça, mais l'homme, pas tous les hommes veulent être des dirigeants absolument dictatoriaux. Il y en a qui veulent pouvoir exprimer les émotions, mais bah, pareil, eux, ils ont grandi avec un garçon, ça pleure pas. C'est aussi voilà, contraignant. Donc, en fait, on a tous à retrouver une certaine position. Et donc, oui, il va y avoir des deuils de phase comme ça à faire. Mais c'est pas une perte. C'est juste, voilà, à tourner une page. C'est un autre moment de notre vie. C'est ça. Et tu sais, Alexandra, pourquoi, qu'est-ce que moi je pense que ça manque énormément, cruellement à la société moderne? Les rituels de passage. Mm. Tu vois? Parce que si dans qu'est-ce que nous avons étudié dans l'ancien temps, il y avait toujours, pour tout événement majeur de la vie, il y avait un rituel de passage.
rituel de passage. Même la naissance était célébrée comme un rituel de passage pour la femme. Après l'enfant, quand c'était l'adolescence, c'était un autre rituel de passage. La femme mariée avec un autre passage. La ménopause, la vieillesse, c'était un autre passage. Et c'était des célébrations. Tu vois, ça veut dire c'est comme tu passais dans des différents moments de ta vie, mais à chaque instant, tu étais pareil importante. Juste que maintenant, regardez autrement. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui manque cruellement à la société moderne, toutes ces rites de passage dans la célébration pour dire, waouh, regarde, maintenant je suis plus sage, et vraiment rendre les personnes conscientes de qu'est-ce que les attend dans l'étape qui vient. C'est ça. C'est pour ça que c'est les fameux cercles de femmes, hein, ou les tentes rouges étaient dédiés à ça. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les générations représentées. La plus jeune fille qui venait d'avoir ses premières règles, on lui enseignait ce que c'était que d'être une femme et tous les petits secrets de sexualité également, enfin, tout ce genre de choses. La mère, voilà, qui était sous le point d'accoucher, on la rassurait aussi sur l'accouchement, sur comment ça allait se passer, etc. Et pareil pour la ménopause, c'est-à-dire que il y a bien évidemment certaines femmes qui vont être ménopausées, vont avoir des grosses hémorragies, vont avoir des gros changements au niveau hormonaux, au niveau des humeurs, etc. Et en fait, c'est vrai que le fait de faire un rite de passage, je trouve que ça permet justement un passage plus doux Oui. parce qu'on est accompagné, on n'est pas tout seul, parce qu'on nous explique des choses. Et en fait, on a beau avoir toute l'information du monde à portée de doigt maintenant avec Internet, il y a plein de choses qu'on n'a pas malgré tout parce que bah, du coup, oui, on va chercher plein de choses, mais on va tomber sur des milliards de forums parfois très négatifs aussi, ou alors avec des horreurs dont du coup on a encore plus peur. Hein. C'est comme les gens qui cherchent quand ils sont malades, s'ils ont les symptômes de telle maladie, bah forcément ils vont les Ils vont les trouver. trouver. Voilà. Donc, alors que du coup, quand on peut avoir ce partage d'expériences de femmes. Alors oui, ça reste des expériences individuelles. Ça veut pas dire que ça sera pour ça comme pour tout le monde, mais du coup, comme tu le dis, voilà, il y a à la fois une célébration, donc effectivement, on voit ça comme une fête et non pas comme une plaie. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus positif. Et en plus, on a cette chance d'avoir des femmes autour de nous qui soit vont être là pour pouvoir recueillir nos rires, recueillir nos pleurs, simplement pour avoir ce contact humain et retrouver cette sororité, en fait. Et ça, de fait, définitivement, ça a beaucoup de difficultés à se remettre en France, enfin, en France, même dans le monde, hein. Dans nos cultures occidentales, encore une fois, parce que les cultures orientales ont déjà conservé ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que ce que je m'aperçois beaucoup, c'est qu'il y a encore beaucoup de honte, en fait. Il y a beaucoup de... On n'ose pas dire j'ai mes règles, on n'ose pas dire je suis en ménopause, parce qu'il y a il y a tellement de côtés péjoratifs derrière tout ça, Oui. que les personnes, en fait, gardent ça pour elles, ou alors entre leurs amis, etc. Et parfois même dans les familles, en fait, ce n'est pas forcément partagé. Et c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment que ça puisse. Donc, j'ai essayé hein, de proposer ce genre de choses-là. J'ai pas eu beaucoup de preneurs hein, pour des rites de passage. Le seul rite de passage que j'ai pu faire, c'est justement pour une femme qui rentrait en ménopause. Et ça a été absolument mais fabuleux bah, dans ce qu'elle a vécu. Alors, c'était juste toutes les deux. Hein, c'est offert ça pour elle-même. Donc, c'est un rituel individuel. Mais du coup, ça a vraiment lui permis d'accueillir tout ça, de se connecter en fait à ce moment-là. Et un petit peu, voilà, comme si ces moments-là étaient des sas, en fait, qui nous ouvrent à une sagesse à recevoir, à une intuition, à une inspiration divine, peu importe comment on veut l'appeler, et qui nous ouvre en fait ce moment, de dire voilà, si j'y prête attention, mon Dieu, le cadeau que je vais recevoir en fait. Et c'est ça qui Exactement. serait très très beau de pouvoir vivre, effectivement. Wow, c'est tellement, tellement beau que tu dis et tellement nécessaire. Et tu vois, qu'est-ce que moi je constate avec mes propres clientes parce que, OK, on a honte de dire je suis menstruée, je suis dans la ménopause, mais aussi on a honte de dire je suis blessée. Oui, Et ça, c'est quelque chose tellement comme une lourdeur parce que nous avons été habitués à laver notre linge sale dans la famille, comme on dit, tu vois. Ça veut dire garder pour toi, juste dans ta famille proche, des choses comme ça. Et on n'a pas, c'est comme encore eu ce niveau de conscience, on dit oui, j'ai le droit de parler de mes blessures parce que mes blessures sont mes médailles.
des batailles d'une vie, tu vois. À la place de regarder tes blessures comme la honte, tu les regardes comme le courage que tu as eu, tes victoires, c'est comme des actes de prouesse. C'est vraiment, sois fier de tes propres blessures. Donc, les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, soyez fiers de vos blessures parce que c'est à travers les craques de vos blessures que ça peut rentrer la lumière. Donc, ne cachez jamais. Et c'est justement parce que je vois cette réticence de partager ses propres douleurs. Dans mes programmes de coaching, j'ai créé ce groupe de partage où on reconstruit le sentiment d'appartenance et de savoir que les unes pour les autres, nous sommes importantes. Je reconstruis ce sentiment de sororité. Nous sommes toutes dans la même aventure ici pour guérir ensemble. Et je te dis, je vois les relations extraordinaires et les contacts extraordinaires qui se créent entre les personnes qui suivent mes programmes. Parce que la guérison, aussi comme nous, comme êtres humains, on a besoin d'un milieu propice pour le passage, pour la guérison, pour traverser les étapes de notre vie. On a besoin de milieux favorables à vivre d'une manière beaucoup plus positive les adversités de la vie. C'est magnifique que nous ici, tu vois, des femmes comme toi, comme moi et comme milliers d'autres femmes qui s'ouvrent maintenant d'une manière ouverte par sur les réseaux sociaux de toutes ces choses. Je pense que nous sommes des bougies qui allument d'autres bougies et qui amènent plus d'amour et de compréhension par rapport à nous, à notre féminin sacré, à nous en tant que femmes. Et surtout, ce message, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de parler de qui je suis, j'ai le droit de parler de mon corps. Et je dois être fière de qui je suis. Qu'est-ce que toi, tu penses, Sandra? Oui, c'est vraiment important de remettre cette fierté en place et cette ouverture parce que tu vois, c'est très drôle ce que je disais, parce que tu oui, effectivement, ce côté, on lâche pas on lave son linge sale en famille. Mais moi, ça m'a ramené cette image, en fait, à une certaine époque, toutes les femmes lavaient leur linge sale ensemble. Donc, exactement. Et ça, c'était la psychothérapie. Ça, c'était la thérapie des exactement. femmes. Et c'est ça. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant cette différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ont besoin de communiquer ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on passe des heures au téléphone versus ces messieurs qui, comment ça va toi? Ah bah ça va très bien. Et ils posent pas plus de questions. Moi, je sais pas si vous vous rendez compte, moi, chaque fois que mon conjoint a un ami au téléphone, je dis, ah bah comment il va? Ah bah il va bien. Mais encore, voilà, les enfants, la femme, non, voilà, ils posent pas la question. Alors que nous, entre femmes, on va vraiment pouvoir se déverser, en fait, partager et vraiment créer ce lien. Et c'est pour ça qu'il y a autant de cercles de femmes maintenant qui se développent dans le monde, parce que on sent qu'il y a ce besoin-là, même si on ne se connaît pas d'ailleurs. Et c'est ce qui est fabuleux, c'est-à-dire de se rendre compte que même avec des femmes qu'on ne connaît absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam, et qu'on a juste là pendant 2 ou 3 heures dans un cercle de femmes, on crée un lien d'une profondeur absolument phénoménale. On va retirer des informations importantes. Et peut-être qu'après, ne se reverra plus jamais. Mais dans ce moment-là, on a créé vraiment un espace où on se reconnaît dans nos blessures respectives. Ah, tu vis ça, mais moi aussi j'ai vécu ça, mais regarde, moi je m'en suis sortie. Ou ah, moi je suis en train de vivre ça également. Comment on peut s'aider? Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que nos problèmes qui parfois sont insurmontables à un niveau perso, ben, en fait, les autres femmes le vivent aussi, l'ont vécu et peuvent être force de conseil. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui est vraiment à remettre et oser. Voilà, donc, le nombre de fois où j'ai des femmes qui me disent, ah, moi, j'aime pas ça de femmes parce que je ne veux pas parler de mes problèmes, etc. Je fais, alors déjà, de un, t'es pas obligé de parler de tes problèmes. Tu peux juste écouter. Et en fait, généralement, même en écoutant, tu te rends compte que, bah, elles sont comme toi et moi, elles ont toutes leurs vulnérabilités et personne ne juge, en fait. Mais on n'est pas habitué à ces espaces de bienveillance et donc c'est bien de pouvoir les remettre de plus en plus. Exactement. Et tu vois, Alexandra, qu'est-ce que toi tu dis? En effet, la parole, la sororité, les femmes se connectent à travers la parole, elles ont besoin, Mmh, pendant que les hommes se connectent à travers l'action. On joue c'est dans ça. une équipe de match ensemble, je sais pas, on joue aux cartes ensemble. Tu vois, l'action connecte les hommes pendant que la parole connecte les femmes. Et les femmes, surtout, un autre trait caractéristique du féminin sacré, c'est la sororité. Nous avons Mmh, besoin de se sentir qu'on n'est pas tout seul dans nos détresses. Et le fait de savoir que tu as une autre femme qui vit la même chose que toi, ça te donne un pouvoir énorme. Tu te dis, je ne suis pas toute seule dans ça. Tu vois, on a besoin de savoir de manière inconsciente qu'il y a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter surtout
on peut parler parce que tu vois, phénoménal, les femmes, quand elles ont des problèmes, elles n'ont pas besoin que tu leur donnes les solutions. Elles ont besoin que tu les écoutes. Exactement. Parce que nous, intuitivement, on sait quoi faire pour résoudre nos problèmes, mais on a juste besoin de se, écoute-moi, j'ai besoin de déverser mon trop plein. Et par la suite, je veux être correcte. D'ailleurs, on le dit très souvent, hein, c'est en verbalisant le problème que tu trouves la solution. C'est Exactement. cet espace où tu libères quelque chose. Et parfois, comme tu dis, bah, tu n'as rien à dire en face, juste à recevoir ce qui est donné. Et là, d'un coup, ça libère l'espace pour la personne et d'un coup, elle voit les réponses toute seule. Et c'est souvent ce qui est seulement nécessaire, hein. On le voit à un niveau personnel comme à un niveau professionnel. Exactement. Wow, c'est une tellement, tellement belle discussion ici dans la douceur, dans l'harmonie avec Alexandra. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une question ou des questions pour Alexandra? Parce que nous, on est là pour répondre. Et tu vois, après cette super belle connexion et discussion, Alexandra, si certaines personnes ont plus de questions à te poser, comment elles peuvent te trouver? Ah bah, ils peuvent me trouver effectivement voilà, sur Facebook, sur mon site, hein, alexandragallo.com. Donc, d'ailleurs, voilà, je peux mettre dans le chat, si tu veux, un petit lien donc, qui permet justement voilà, de pouvoir faire partie de ma communauté voilà, avec la newsletter que je propose et surtout de pouvoir avoir un petit cadeau en fait de bienvenue donc qui met justement ce premier pas comme j'explique de découvrir son mode d'emploi donc une petite histoire que j'ai créée qui s'appelle Celle qui voulait devenir une sorcière qui explique la magie des éléments et qui justement à la fin propose un petit test introductif donc pour mettre un peu sur la voie de sa magie unique c'est quoi ma constitution qui peut être approfondie par la suite mais au moins qui donne un peu des éléments de réponse par rapport à ça et donc après de découvrir mon univers sur YouTube parce qu'effectivement beaucoup de beaucoup de choses sur YouTube en termes de méditation guidée, de vidéos, etc. Donc, pour découvrir un peu cet univers de fantasy, on va dire, de celtique, de sorcières, etc. Donc voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Et si vous pouvez regarder, j'ai mis déjà les liens d'Alexandra dans le chat. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Éventuellement, je vais les republier par la suite quand je vais envoyer l'enregistrement à ma communauté. Et qu'est-ce que je peux dire, Alexandra? Merci beaucoup pour ta présence ici ce soir. Merci pour toute la sagesse ancestrale que toi, tu amènes ici avec toi à travers toutes tes connaissances, tes expériences et tes partages. Merci à chacune d'entre vous qui ont participé ici ce soir à cette conversation. Vous auriez pu faire autre chose que de rester ici pendant 1 heure et nous écouter. Donc, merci de tout mon cœur. Euh, Karel me dit magnifique moment, merci à toutes les deux. Merci Karel, merci à toi, merci à chacun d'entre vous pour cette curiosité, cette patience que vous avez eue pour rester ici avec nous. Et qu'est-ce que je peux dire? Je vous attends la semaine prochaine avec un sujet extraordinaire que je ne dévoile pas tout à fait. Vous allez voir vendredi matin le nouveau sujet que je prépare. Et je vous attends en direct la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. En attendant, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir, merci à tous. Merci.